Henry, je ne sais pas comment tu te sens. Mais maintenant, Lincoln va très mal. Et si c'est possible, envoie un Sherpa pour aider Lincoln. La seule salope est près du mort, aussi. Le 25 mai 2006. Un homme est allongé, immobile, sur une arête étroite à 8595 mètres sur le mont Everest. Sa respiration est indétectable. Son corps n'a pas bougé depuis des heures. Une équipe de Sherpas expérimentés le vérifie pour tout signe de vie et ils arrivent à la même conclusion. Ce gars est mort. Ils informent sa femme que le corps de son mari restera là-haut pour toujours. Mais ce qui se passe ensuite est presque incroyable. Voici l'incroyable histoire de Lincoln Hall. Bienvenue dans l'extrême. Si vous aviez été au camp de base avancé sur le mont Everest à la fin du mois de mai 2006, vous auriez ressenti une étrange et lourde tension dans l'air. Comme si quelque chose était pourri sur la montagne, et c'était le cas. 10 jours plus tôt, un alpiniste britannique nommé David Sharp était mort dans une grotte de calcaire à 8800 mètres d'altitude. Environ 40 alpinistes étaient passés devant lui en montant vers le sommet. Certains se sont arrêtés, d'autres non, mais Sharp est mort là malgré tout. Le monde se demandait, les alpinistes de l'Everest ont-ils perdu leur humanité? Cette interrogation persistait quand un autre alpiniste commença l'ascension du sommet. Et même s'il ne le savait pas, ce qui allait lui arriver dans les 12 prochaines heures ressemblerait exactement à la tragédie de David Sharp. Encore une fois, il s'appelait Lincoln Hall. Et ce n'était pas un amateur cherchant à rayer l'Everest de sa liste de choses à faire. Non, Lincoln était une véritable légende de l'alpinisme en Australie. En 1984, alors qu'il n'avait que 29 ans, il faisait partie de la première expédition australienne à gravir l'Everest. Ils ont tenté une voie audacieuse et inexplorée sur la face nord, appelée White Limbo, et cela sans oxygène supplémentaire ni assistance, juste de l'escalade pure à l'ancienne. Lincoln a atteint 27 300 pieds avant que son corps ne commence à lâcher. Et lorsqu'il a commencé à souffrir des premiers signes d'œdème cérébral et d'engelure, il a décidé de faire demi-tour. C'était la bonne décision, mais cela allait le hanter pendant 22 ans. Ses coéquipiers Tim McCartney-Snape et Greg Mortimer ont continué jusqu'au sommet et sont devenus les premiers Australiens à se tenir au sommet de l'Everest. Pour Lincoln, cette affaire inachevée est restée dans un coin de son esprit pendant plus de 2 décennies. Alors en 2006, à l'âge de 50 ans, il est revenu. Cette fois, il a rejoint une expédition commerciale organisée par un opérateur russe appelé Seven Summits Club, dirigé par Alexandre Abramov. Cette fois, il a accepté l'oxygène supplémentaire. Il n'était plus le puriste de sa vingtaine, mais un pragmatique voulant boucler la boucle et prenant les bonnes décisions. Mais Lincoln avait aussi changé d'une autre manière profonde. Au cours des décennies, depuis 1984, il était devenu un pratiquant dévoué du bouddhisme tibétain. Ce n'était pas un simple intérêt passager. Il pratiquait la méditation et des techniques de contrôle de la respiration comme le Tummo, qui est conçu pour générer de la chaleur corporelle grâce à une respiration concentrée. Cette discipline spirituelle allait finalement jouer un rôle inattendu dans ce qui lui est arrivé. Donc, le 25 mai 2006, Lincoln s'est lancé à l'assaut du sommet. La météo était absolument parfaite. Ciel dégagé, presque pas de vent, visibilité excellente. D'après tous les témoignages, c'était le rêve de tout alpiniste. Lincoln a atteint le sommet à 9h du matin exactement comme il l'avait prévu. Il l'avait enfin fait. Après 22 ans, il avait atteint l'objectif qui lui avait échappé. Il était l'homme le plus haut du monde et d'après tous les témoignages, il était lucide et physiquement fort. Il a passé environ 20 à 30 minutes là-haut à prendre des photos et à communiquer par radio avec le camp de base. Nous sommes au sommet. Allez, commencez, descendez. Sachez que nous le savons. Et merci de nous avoir permis ou de m'avoir permis de le faire. Merci Alex, au revoir. Puis il a commencé à descendre. Sa descente a commencé normalement au début, mais dans la zone de la mort, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de 8000 mètres, votre corps ne se fatigue pas progressivement. Là-haut, vous pouvez sembler fonctionner à 90% une minute et tomber à 0 la suivante, si le délicat équilibre de votre acclimatation échoue. Et pour Lincoln Hall, c'est exactement ce qui s'est passé. Vers 10h du matin, ayant descendu à environ 8500 mètres près d'une formation appelée le Triangle de Roche, Lincoln a remarqué quelque chose, son rythme ralentissait. Sa voix à la radio commençait à devenir pâteuse. À 10h30 du matin, il a commencé à trébucher.
Ses mouvements sont devenus saccadés et désordonnés, et en un clin d'œil, son organisme s'est effondré. Les Sherpas qui l'accompagnaient étaient des alpinistes expérimentés et ils l'ont regardé avec terreur parce qu'ils avaient déjà vu cela. Ils savaient ce que cela signifiait. Lincoln souffrait d'un œdème cérébral de haute altitude, ou AS. Et c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un dans la zone de la mort. C'est quand votre cerveau commence à enfler dans votre crâne. Voici comment cela se passe. Le manque d'oxygène dilate les vaisseaux sanguins du cerveau qui cherchent à lui en apporter davantage. Finalement, les parois de ces petits capillaires cèdent et laissent fuir du liquide dans le tissu cérébral. Le cerveau enfle, mais il est piégé à l'intérieur d'un crâne rigide sans aucun espace pour se dilater. Le résultat, la pression commence à écraser le cerveau de l'intérieur. De 10h du matin jusqu'à environ 19h. Ce soir-là, Lincoln et ses Sherpas ont mené un combat désespéré et perdu d'avance. Le camp 4 était à moins de 900 mètres, mais dans la zone de la mort, avec un homme incapable de marcher, cette distance semblait 500 km. Les Sherpas ont tout essayé. Ils ont attaché une corde entre eux et Lincoln et ont tenté de le traîner vers le bas. Ils l'ont poussé, ils l'ont tiré, ils l'ont supplié. Le comportement de Lincoln devenait erratique et agressif, ce qui est normal avec l'œdème cérébral d'altitude. Rappelez-vous, son cerveau ne fonctionnait plus correctement, alors il percevait leur aide comme une agression. Il se débattait, résistait et s'effondrait dans la neige. La réalité se dissolvait autour de lui. La roche, la neige et le ciel se fondaient en un kaléidoscope confus de formes et de couleurs. Les Sherpas devenaient des silhouettes floues, leur voix semblait venir de sous l'eau ou de très loin. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui lui arrivait. En milieu d'après-midi, il n'avait atteint que Mushroom Rock, à environ 8470 mètres d'altitude, et c'est là que Lincoln s'est complètement effondré. Il ne pouvait plus supporter cela. Ses jambes, qu'il avait menées au sommet plus tôt, étaient désormais inertes. La connexion entre son cerveau et ses muscles avait été rompue par le gonflement. Lincoln a eu de fortes hallucinations, parlant à des absents. Quand les Sherpas ont tenté de lui donner de l'oxygène, il a retiré son masque et s'est débattu. Il perdait rapidement le contact avec la réalité, Lincoln. Je pense que ton esprit te joue des tours et que tu essaies de te battre contre les Sherpas. Ils essaient de t'aider à redescendre. S'il te plaît, aide-les, aide-toi pour le bien de ta famille, sors de là. Alors que le soleil se couchait, les Sherpas ont soudain réalisé qu'ils travaillaient depuis plus de 12 heures à plus de 8000 mètres d'altitude. Certains souffrirent de cécité des neiges provoquée par les UV qui brûlent les cornets. Presque aveugles, ils dépendèrent des autres. Leur propre réserve d'oxygène était presque épuisée et ils avaient un client qui semblait être en train de mourir. Alexandre Abramov, le chef d'expédition qui surveillait tout depuis le camp de base avancé à 6400 mètres, a été confronté à un choix brutal. S'il ordonnait aux Sherpas de traîner Lincoln sans oxygène dans l'obscurité, il risquait de perdre 4 hommes pour en sauver un. Pendant qu'Alexandre essayait de décider quoi faire ici-bas, Lincoln lui a quelque peu facilité la tâche car vers 17h, il a complètement cessé de répondre, il a arrêté de bouger, il ne parlait plus, sa respiration est devenue indétectable. L'un de ses Sherpas, désespéré de vérifier si Lincoln était encore en vie, a sorti un stylo de sa veste et a fait quelque chose qui semble presque trop brutal pour être vrai. Il l'a piqué directement dans l'œil. Or, la cornée est l'une des parties les plus sensibles du corps humain. Si on la touche, on cligne des yeux instantanément, c'est involontaire, on ne peut pas l'empêcher. Mais Lincoln n'a pas cligné des yeux, il n'a pas bronché, rien du tout. Alors à 19h20, l'appel radio a été lancé. Lincoln est de mort, voilà. Je veux que tu imagines que tu es Alexandre Abramov. À cet instant, tu dois annoncer que ton client est mort. Tu as une équipe de Sherpas qui sont à quelques minutes de mourir eux-mêmes d'épuisement, d'hypothermie et de cécité. Que fais-tu ? Alexandre a pris la seule décision logique. Laissez-le, sauvez-vous. Les Sherpas ont suivi le protocole pour un enterrement en haute altitude. Ils ont photographié le corps pour prouver sa mort aux assureurs et à la famille, puis l'ont attaché à la montagne avec une corde pour éviter qu'il ne glisse de la crête. Comme les ressources dans la zone de la mort sont si précieuses, ils ont pris son équipement restant. Ils ont retiré son masque à oxygène, son détendeur et son sac de couchage qui pourraient leur sauver la vie pendant la descente. En essence, ils ont laissé Lincoln Hall assis dans la neige à 8800 mètres d'altitude. Sa combinaison en duvet était ouverte jusqu'à la taille à cause de son délire précédent. Ses mains étaient exposées et sa tête nue. Puis, ils sont descendus dans l'obscurité, le laissant à la montagne. Tard dans la nuit, Barbara Lincoln a reçu un appel téléphonique chez eux, en Australie. C'était la compagnie d'expédition. Et très doucement,
Ils lui ont annoncé la nouvelle redoutée par chaque famille d'alpinistes. Son mari avait atteint le sommet et réalisé son rêve. Cependant, lors de la descente, des événements ont eu lieu et il est décédé sur le mont Everest. Ils avaient également raison. À ce moment, il gisait depuis des heures à 40 degrés, inconscient, en coma hypothermique. Et selon la médecine de haute altitude, il était considéré comme mort. Barbara a dû réveiller leur fils adolescent pour leur annoncer que leur père ne rentrerait pas. Amis et famille apprenaient la triste nouvelle au réveil. C'était définitif, c'était fini, sauf que ça ne l'était pas. Alors que le monde en bas pleurait, Lincoln Hall a passé la nuit du 25 au 26 mai assis à découvert à 8625 mètres sans oxygène, sans abri ni vêtements appropriés. Mais Lincoln est entré dans un état que l'on ne peut décrire que comme une animation suspendue. Il ne ressentait pas la douleur du froid. Son cerveau, bouleversé par la précipitation, a tout réinterprété. Au lieu de ressentir un froid glacial, Lincoln a décrit la sensation comme s'il était enveloppé dans ce qu'il appelait un manteau gris. Ce manteau était effrayant. Il était réconfortant, lourd, chaud. Il l'invitait simplement à lâcher prise et à dormir. Sa voix intérieure lui murmurait qu'il serait si facile de simplement abandonner. Le manteau est chaud, pourquoi lutter ? Mais quelque part au plus profond de lui, peut-être grâce à ses décennies de pratique de la méditation, peut-être simplement par instinct de survie, Lincoln a résisté à ce tissu gris. Il lui fallut toute sa volonté pour ne pas céder au manteau et à la tentation. Cette minuscule lueur de volonté a probablement permis à son système nerveux autonome de fonctionner juste assez pour maintenir son cœur battant. Au fil de la nuit, les arêtes vives et les crêtes de l'Everest se transformèrent dans son esprit en une étendue d'eau. Il avait l'impression d'être sur un bateau. Le vent qui balançait son corps devint le doux roulis d'un navire sur les vagues. Il avait maintenant l'impression d'être en croisière, en vacances. « Écoute, je ne suis pas expert en méditation, donc j'étais aussi perplexe que toi. » Mais si Lincoln avait réalisé qu'il était assis à quelques centimètres d'une chute de 10 000 pieds sur la face Kongshun, la panique aurait pu lui coûter la vie. Mais ce qu'on appelle le sentiment de bateau l'a maintenu assis et calme. Il se balançait avec les vagues et regardait le voyage se dérouler. Lincoln a aussi déclaré ressentir des entités autour de lui. Ce n'étaient pas les Sherpas, mais des silhouettes ombragées, des observateurs silencieux veillant toute la nuit, qu'il s'agisse d'hallucinations, des fantômes de la montagne ou de projections. Issus de sa pratique bouddhiste, nous ne le saurons jamais, mais il sentait leur présence. Et d'une certaine façon, ce n'était même pas la partie la plus surprenante de cette histoire. Parce qu'à un moment donné, au cœur de la nuit, Lincoln a soudainement ressenti une vague de chaleur envahir tout son corps. Cela a commencé dans sa poitrine et s'est propagé vers l'extérieur comme si quelqu'un avait allumé une fournaise en lui. La sensation était intense, presque violente. Il avait l'impression de brûler de l'intérieur. Bien qu'il soit assis à 8800 mètres d'altitude par des températures en dessous de zéro, Lincoln Hall était persuadé qu'il avait trop chaud. Le froid qui avait tenté de le tuer pendant des heures disparut complètement de sa perception. Tout ce qu'il ressentait, c'était une chaleur suffocante, insupportable, alors il fit la seule chose qui lui semblait logique. À ce moment-là, il ouvrit sa combinaison en duvet jusqu'à la taille, exposant sa poitrine à l'air nocturne. Il retira son bonnet, il enleva ses gants. Le soulagement fut immédiat. Le vent glacial sur sa peau lui parut être une délivrance, comme entrer dans une pièce climatisée après avoir été enfermé dans un sauna. Il s'assit là, à moitié nu sur le toit du monde, essayant calmement de changer de chemise, comme s'il se préparait à aller se coucher chez lui. Ce que Lincoln ne savait pas, ce que son cerveau mourant ne pouvait pas comprendre, c'est qu'il était en train de vivre un symptôme d'hypothermie sévère, connu sous le nom de déshabillage paradoxal. Alors que sa température corporelle approchait le point de non-retour, son cerveau ne contrôlait plus ses vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins qui étaient restés contractés pendant des heures pour tenter désespérément de préserver la chaleur dans ses organes vitaux se sont soudainement dilatés tous en même temps. La sensation de brûlure qu'il ressentait était réelle, mais ce n'était pas la chaleur extérieure, c'était son propre sang qui affluait vers ses extrémités, abandonnant son centre vital. D'après tous les antécédents médicaux et études de cas sur l'exposition en haute altitude. Lincoln Hall aurait déjà dû être mort, mais d'une manière ou d'une autre, dans ce crépuscule métabolique entre la vie et la mort, le cœur de Lincoln continuait de battre. La montagne n'en avait pas encore fini avec lui. Petit détour dans ce train du chaos. Chaque semaine sur Patreon, je partage quelque chose de plus profond, une vidéo exclusive, une analyse de ce qui s'est vraiment passé ou une histoire personnelle que je ne mets pas sur YouTube. Si tu veux aller dans les coulisses et dans avec moi, viens rejoindre la communauté extrême sur Patreon. On se retrouve là-bas. 26 mai 2006. Le soleil s'est levé sur le Tibet, illuminant l'arête nord. Vers 7 heures du matin, un Américain nommé Dan Mazur menait son équipe vers le sommet.
Ses clients étaient Andrew Brash du Canada, Miles Osborne du Royaume-Uni et un Sherpa nommé Zhang Bu. Ils étaient concentrés, avançant efficacement pour profiter du temps parfait. Alors qu'ils approchèrent de Mushroom Rock, Majeur remarqua quelque chose d'étrange, une tache de couleur jaune vif qui n'avait pas sa place sur la crête grise. Sa première pensée fut que c'était une tente, mais les tentes ne sont pas installées sur la crête, jusqu'à ce que la tache jaune bouge. La mâchoire de Mazur tomba immédiatement. C'était un homme. L'équipe s'est précipitée sur les rochers pour l'atteindre, et le spectacle qui les attendait était totalement irréel. Un homme était assis en tailleur, bien droit, à environ 60 cm d'une chute de 3000 mètres vers le Népal. Sa combinaison en duvet était autour de sa taille. Il était pratiquement torse nu, sans chapeau, sans gants, sans masque à oxygène, sans aucun équipement. Quand Mazur s'est approché, il a dit que Lincoln a levé les yeux et a calmement sorti ses mains de ses manches pour les montrer. Plus tard, Majeur a décrit ses mains comme ressemblant à de la cire jaune pâle. Elles étaient gelées, solides, avec la texture d'une bougie, complètement dépourvues de vie. Et puis Lincoln Hall, regardant ces inconnus dans leur combinaison d'alpinisme, a parlé avec la confusion polie d'un homme qu'on aurait interrompu lors d'un dîner. « J'imagine que vous êtes surpris de me voir ici. » Cette phrase est devenue légendaire dans l'alpinisme parce qu'elle illustre à quel point toute cette histoire était folle. « Je m'appelle Lincoln Hall. » Il a poursuivi en s'adressant à Dan puis a posé une question glaçante. « Peux-tu me dire comment je suis arrivé ici, Dan ?» Majeur et son équipe étaient à des heures du sommet. Ils avaient dû passer des années à s'entraîner pour ça, ils avaient payé des dizaines de milliers de dollars. C'était leur rêve. Mais la décision de Majeur fut instantanée et sans appel. Ils savaient que s'ils continuaient à grimper, Lincoln Hall mourrait. Et ils savaient que le sommet serait toujours là demain, l'année prochaine, dans 10 ans. Lincoln n'avait qu'une vie, et elle lui échappait sous leurs yeux. Il n'y eut ni débat ni discussion sur la justesse de la décision. L'équipe a immédiatement laissé tomber ses sacs, et Majeur a contacté le camp de base avancé par radio avec une transmission qui a figé tout le monde. Lincoln Hall est vivant. Lorsque Alexandre Abramov a reçu cette transmission radio, il a été stupéfait. Il avait déjà déclaré Lincoln mort. La paperasse était faite, la femme prévenue, mais contre toute attente, l'homme qu'il avait ordonné d'abandonner 12 heures plus tôt était assis, parlant et demandant des nouvelles des bateaux. Alexandre n'a pas hésité et a lancé aussitôt ce qui deviendrait l'une des plus grandes opérations de sauvetage de l'histoire de l'Everest. Il a envoyé 12 Sherpas depuis les camps inférieurs, dépouillant la montagne de tout le personnel de soutien disponible pour sauver un seul homme. Ce n'était pas une décision commerciale, c'était une rédemption. Pendant qu'ils attendèrent l'arrivée de l'équipe de secours, le groupe de Dan a tout fait pour stabiliser Lincoln. Ils lui ont donné leur oxygène, ils lui ont fait boire du thé chaud de force. Ils ont tenté de l'habiller car il restait souvent à moitié nu. Mais quand l'oxygène a circulé dans le corps de Lincoln, un phénomène étrange est survenu. Son énergie est revenue, mais sa raison non. L'oxygène a alimenté ses muscles, mais a aussi intensifié ses hallucinations. Lincoln pensait toujours qu'il était sur un bateau, et il en était euphorique. « C'est une super balade en bateau qu'on fait », répétait-il à Dan en désignant la crête comme s'il s'agissait du pont d'un paquebot. L'équipe de Majeur a essayé de lui mettre un chapeau et des gants, mais Lincoln a refusé. « Ce n'était ça pas ses affaires », a-t-il insisté. Secouant la tête comme un enfant de 3 ans récalcitrant, il grelottait violemment mais résistait à toutes les tentatives pour l'aider. Et puis vint le moment le plus terrifiant du sauvetage. Lincoln, sous l'emprise de son délire, a décidé qu'il voulait quitter le bateau. Il s'est précipité vers le bord de la falaise. Dan a dû littéralement le plaquer au sol. Imaginez la scène si vous le pouvez. Un homme atteint de gelure, en plein délire, au bord d'un précipice de 3000 mètres, et Dan, l'enlaçant fermement, le plaquant sur la glace pendant qu'il se débattait et luttait pendant ces quelques secondes, les deux hommes n'étaient qu'à quelques centimètres de tomber ensemble. Majeur a tenu bon jusqu'à ce que l'accès d'énergie maniaque s'estompe et que Lincoln s'effondre dans ses bras. Cette image est le moment clé de tout ce sauvetage. Heureusement pour Dan, l'équipe de secours Sherpa est arrivée peu après, vers 11 heures du matin. Ils ont apporté de l'oxygène à haut débit et un médicament stéroïdien appelé dexaméthasone pour réduire le gonflement du cerveau. Les médicaments ont eu ce que les médecins appellent un effet Lazare. Lincoln, qui était resté catatonique la nuit précédente, pouvait soudainement marcher à nouveau, mais il n'était pas tiré d'affaire, loin de là. Il devait encore le descendre sur plus de 600 mètres de terrain technique en montagne, et le cerveau de Lincoln était toujours en désordre. La descente est devenue une lutte chaotique et désespérée. Lincoln oscillait entre des moments de lucidité et une psychose totale. Par moments, il croyait qu'on était en train de le kidnapper. Il luttait contre les cordes, mettant tous en danger sur l'arête étroite.
Les Sherpas ont dû le maîtriser physiquement tout en le transportant le long des cordes fixes, le descendant section par section le long des parois rocheuses de verticale. À 22 heures, le 26 mai, l'équipe de secours a atteint le North Col, à 7000 mètres d'altitude. Lincoln a parcouru la dernière pente jusqu'au camp par ses propres moyens. Les symptômes de précipitation avaient presque disparu. Une fois que l'oxygène a de nouveau afflué dans son cerveau, le médecin de l'expédition l'a soigné pour une grave déshydratation et des engelures. Ses mains étaient noires, les tissus déjà morts et irrécupérables, mais son cœur battait. Ses poumons fonctionnaient contre tous les précédents de la médecine en haute altitude. Lincoln Hall était vivant, de retour en Australie. Barbara Lincoln a reçu le deuxième appel téléphonique moins de 24 heures plus tôt. On lui avait dit que son mari était mort. Elle avait réveillé ses fils adolescents en pleine nuit pour leur annoncer la pire nouvelle de leur vie et lancer le deuil, acceptant que Lincoln ne reviendrait jamais. La famille avait commencé à faire la paix avec sa mort, puis le téléphone a de nouveau sonné. Il est vivant. Le choc émotionnel de ce moment est presque impossible à comprendre. Le chagrin suivi de l'espoir impossible, puis de la terreur. Il se pourrait que ce soit faux, qu'il y ait une erreur. Barbara a attendu près du téléphone des heures, les nouvelles arrivant au compte-gouttes de la montagne. Il est à la deuxième marche, il est à la première marche, il est au col nord. Chaque appel confirmait que le miracle était réel. Lincoln Hall a survécu, mais il n'est pas revenu indemne. Il a perdu le bout de ses doigts et un orteil à cause des engelures. La récupération a pris des mois de rééducation éprouvante, mais psychologiquement, Lincoln en est ressorti transformé. Il considérait sa survie non pas comme une conquête ou une victoire sur la montagne, mais comme un cadeau, une seconde chance imméritée. Et Lincoln n'était pas le seul à avoir obtenu une rédemption ce jour-là. Toute la communauté des alpinistes en a bénéficié aussi, car seulement 10 jours avant que Lincoln ne soit retrouvé vivant, un autre alpiniste nommé David Sharp était mort. Presque exactement au même endroit, David Sharp avait été ignoré par 40 alpinistes. Sur le chemin du sommet, certains se sont arrêtés brièvement, d'autres ont offert de l'oxygène, mais David Sharp est finalement mort seul, tandis que l'ascension continuait autour de lui. La tempête médiatique a été brutale. Les alpinistes de l'Everest sont accusés d'être si obsédés par le sommet qu'ils en oublient leur humanité, allant jusqu'à ignorer les corps mourants sur leur chemin. L'expression « fièvre du sommet » est devenue un raccourci pour désigner une sorte de maladie morale qui avait infesté la montagne. Lorsque Lincoln Hall a été retrouvé et secouru, cela a donné à la communauté des alpinistes quelque chose dont elle avait désespérément besoin, la preuve qu'elle n'avait pas complètement perdu son âme. L'équipe de Dan avait fait ce que tout le monde aurait souhaité, que ces 40 alpinistes fassent tout pour David Sharp. Ils ont tout sacrifié, leur sommet, leur argent, leurs années d'entraînement, pour sauver un inconnu. Ce sauvetage a permis au monde de l'alpinisme de dire « Regardez, nous l'avons sauvé. Nous pouvons encore choisir l'humanité, plutôt que le sommet. » Lincoln a ensuite écrit un livre pour documenter cette expérience en l'abordant à travers sa foi bouddhiste. Il les a dédiés à sa famille et à la fondation himalayenne australienne qui construit des écoles dans l'Himalaya, une région où il a failli perdre la vie. Il a parlé de son expérience non pas comme d'un triomphe, mais comme d'un aperçu des premières étapes de la mort. Il croyait avoir vu la lumière pure et ressenti la dissolution du soi. La survie de Lincoln reste l'un des événements les plus étranges de l'histoire de l'alpinisme. Cela n'a pas de sens, mais cela évoque pour moi quelque chose de profond sur la résilience humaine. Il ne s'agit pas seulement de la capacité du corps à endurer l'impossible, mais aussi des choix faits par les autres lorsqu'ils vous trouvent vulnérables. Dan et son équipe ont renoncé à leur sommet, à leurs rêves, à des années d'efforts et d'investissement pour sauver un inconnu. C'est ce genre d'humanité qui rend ces histoires dignes d'être racontées. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.